Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur le thème de s'installer en profession libérale ou se réinstaller en libéral. Nous accueillons ce soir du coup dans les locaux de Grad Santé à Paris et dans le studio où nous créons les formations Grad Santé. Certains invités, donc j'ai à ma droite Nicolas Lemaire, directeur des partenariats de Prédictis. Bonjour. À ma gauche, Nathan Dian, président de ProSanté. Bonjour. Et à ma gauche également, le docteur Pascal Carilla-Cohen, radiologue et fondatrice de Doc & Doc. Bonjour. Docteur, je vous laisse du coup la parole. Vous allez nous présenter effectivement Doc & Doc et nous en dire plus. Merci beaucoup. C'est très agréable de parler avec vous et avec nos partenaires. Doc & Doc, donc j'ai quelques minutes pour vous présenter. Donc on est un collectif de médecins qui luttons contre les déserts médicaux. On est à peu près 800. On s'est mis ensemble parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait que les médecins prennent en charge eux-mêmes la problématique des déserts médicaux. Au lieu de subir la coercition, de subir la réglementation. Et on s'est réunis, on a réfléchi et on s'est dit que notre force, c'était d'être encore sur le terrain. Donc on a tous un pied soit à l'hôpital, soit en maison de santé pluriprofessionnelle, soit en remplacement. Et on va voir directement les candidats, c'est-à-dire les remplaçants, et on leur explique notre démarche. Et on leur propose d'aller travailler, d'aller remplacer, d'aller aider les confrères qui sont partout en France, aussi bien en libéral qu'en salarié, pour pouvoir les aider, pour pouvoir justement mieux se répartir. Alors ça tombe bien parce que actuellement, les médecins ont très envie, donc nous on va chercher nos candidats plutôt en milieu urbain. Le milieu urbain est assez déserté maintenant de plus en plus parce que la cherté d'installation, la cherté d'avoir un accès à l'immobilier, les jeunes couples ont envie de trouver un équilibre de vie professionnelle et de vie personnelle, une qualité de vie au travail et ne se retrouvent plus du tout en milieu urbain ou super urbain. Parce que tout est cher, parce que tout est difficile, parce qu'il y a un temps de transport pour aller faire une activité, parce que les parcs pour les enfants, c'est insupportable, parce que vous avez toute la liste des choses. Donc on a beaucoup de candidats. On a plus de 30 candidats qui viennent par semaine, qui nous demandent d'aller les remplacer, puis éventuellement s'installer dans des zones de désert médical ou dans des zones même de petites villes ou bien rurales, de communes, toute possibilité, mais ils ne savent pas où aller. Parce que vous savez comme moi que les médecins ne vont pas répondre aux petites annonces. On n'est pas des produits, on ne va pas aller se vendre, on ne sait pas se vendre, on ne sait pas faire de communication. Donc aller remplacer ou aller répondre à une petite annonce, quelqu'un qu'on ne connaît pas, on n'a pas envie. Et ce qu'on fait, nous, en fait, c'est que aussi bien pour les cliniques, pour les hôpitaux de proximité, même pour les centres hospitalo-universitaires, si vous avez envie de faire une carrière hospitalière et que dans les centres urbains, c'est hyper verrouillé par des patrons pseudo-mandarina, donc il y a possibilité de carrière, cabinet libéral évidemment, dans l'exercice coordonné qui est très confortable parce que vous avez plein de confrères avec un maillage territorial, en maison de santé pluriprofessionnelle, ce qui est super sympa parce que très souvent il y a des kinés, enfin pas souvent, toujours, il y a des kinés, des infirmières, d'autres professionnels avec vous, donc ça facilite beaucoup et les soins et le suivi des soins. Pour les groupements, alors après, Nathan nous parlera des différentes possibilités de groupement, mais là, c'est très pratique parce que c'est vrai que quand on a des groupements, on n'est pas seul. Et puis évidemment, pour tout ce qui va être les spécialités, l'exercice mixte, avec un pied à l'hôpital pour avoir un plateau technique, ou bien dans des grandes cliniques, on travaille avec tous les établissements Ramsay, donc évidemment à Ramsay, il y a un beau plateau technique, et avoir en même temps son cabinet, puis pouvoir exercer partout en France. Donc là, la possibilité maintenant, grâce à Doc & Doc, c'est de pouvoir s'installer, évidemment, ou bien même se réinstaller. Et on a eu plusieurs cas de médecins
qui étaient déjà installés au centre cardiologique du Nord, en praticien hospitalier des hôpitaux, qui n'en peuvent plus de la vie, parce que je comprends la dureté de la vie au travail, et qui cherchent où aller, et qui veulent en même temps trouver un travail ou une facilité d'accéder à un logement. Donc ils viennent vers nous et qui nous disent qu'est-ce que tu as à me proposer? Est-ce qu'une maison avec un endroit où ma femme ou mon mari pourrait travailler en télétravail, un endroit où mon petit pourrait jouer dans la rue, pas dans la rue, dans le jardin, et puis moi, je peux aller travailler, rentrer le midi pour manger, un endroit sympa où je peux être reçue par l'élu, je peux directement avoir du lien social, avoir les activités que j'aime faire, que ce soit, je ne sais pas moi, de l'échec, du golf, que ce soit de la voile. On a plein d'endroits et nous, ce qu'on fait, c'est que justement, on active à ce moment-là notre réseau de collectifs de médecins et puis on va qualifier les endroits et on vous les propose. Et on propose pour une installation, pour une réinstallation et ça permet comme ça d'équilibrer aussi bien la vie personnelle que la vie professionnelle. Donc c'est évidemment pour toutes les spécialités. Donc on a commencé, la petite histoire, ça a commencé par moi en tant que radiologue. J'ai voulu aller travailler dans le sud de la France. Je n'avais pas de confrères parce que moi j'étais dans la Manche, dans la Normandie et après à Paris et je n'avais pas de confrères dans le sud de la France. Donc je suis revenue un petit peu dépitée en me disant zut, je ne peux pas aller travailler où je veux. Donc on a créé un réseau et au fur et à mesure, les médecins généralistes, puis les spécialistes, puis toutes les spécialités m'ont dit et nous, on veut venir avec toi parce que c'est trop sympa. Et puis on a compris qu'il fallait vraiment qu'on s'organise. Alors c'est sûr qu'on était 800 médecins, faire des réunions à 800 médecins, vous comprenez le problème, personne n'était d'accord, il y avait 800 avis différents, on n'arrivait pas, c'était en 2018, avant le Covid et avant surtout le développement de la visio, donc on s'appelait, il y avait des réunions insupportables, donc on s'est dit, très bien, on va faire une société, comme ça il y aura une tête dirigeante, différents services, différents secteurs, et là on a commencé à bien s'organiser, on a un service de communication qui permet de faire de la promotion du territoire, et en particulier des territoires un peu oubliés, qu'on réveille, comme la Belle au Bois dormant. Par exemple, la mairie de Hérisson, ça dit rien à personne, et en fait, c'est super sympa, la maire est hyper chouette, et puis elle vous attend, elle attend tout le monde pour se réinstaller. Des endroits comme la Guadeloupe, où c'est vrai que ça fait un peu peur, les métropolitains, comme on fait, et en fait, on qualifie complètement les endroits. Donc, il y a plein de choses à faire, plein d'endroits hyper sympas. Il faut les connaître, et grâce à nous, vous les connaîtrez, et évidemment, pour tout mode d'exercice. Voilà, donc on a des facilitations avec nos partenaires, par exemple Predictis, qui nous permettent aussi d'avoir des accès à tout ce qui va être les assurances, etc., ce qui nous permet aussi de faire un lien et d'être vraiment une communauté avec plusieurs services sur plusieurs endroits, sur plusieurs possibilités. Donc là, franchement, rien ne vous attache à rester là où vous êtes. Merci beaucoup, docteur Pascal Carilla-Cohen. C'était très intéressant. Pour les personnes qui nous auraient rejoints par rapport au début du webinaire, sachez que nous sommes effectivement dans les locaux de Grad Santé et dans le studio où on tourne les formations. Il y aura aussi la possibilité de poser des questions. N'hésitez pas évidemment à poser vos questions. Elles seront traitées en fin de webinaire. Et évidemment, on pourra y apporter toutes les réponses que vous souhaitez. J'en profite du coup maintenant pour passer la parole à Nathan Dian, président de Pro Santé, qui va nous décrire un petit peu ce qu'il propose. Merci pour cet accueil. Je suis vraiment ravi de faire partie de ce webinaire dédié à l'installation ou à la réinstallation des professionnels de santé. Alors très brièvement, Pro Santé, qu'est-ce que c'est ? C'est une société qui existe depuis maintenant plus de 8 ans, qui rayonne un petit peu partout en France et qui a 2 particularités. La première, c'est que nous sommes dédiés exclusivement à l'accompagnement des professionnels de santé. 100% de nos missions concernent des porteurs de projets de santé. Et la deuxième particularité, c'est qu'au-delà de notre cœur de métier, qui est un métier juridique, de droit, on a 3 avocats seniors dans la structure, on parle un petit peu toutes les langues et on est capable d'accompagner les projets sur les aspects économiques, comptables, fiscaux, opérationnels, de sorte qu'une mission de création, d'installation, d'association, de transaction, de départ à la retraite, on puisse être accompagné et géré globalement si besoin.
Que pouvez-vous nous dire sur l'installation des médecins libéraux? Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, il serait intéressant de comprendre un petit peu dans quel contexte évoluent les professionnels de santé aujourd'hui. Il y a un environnement qui est globalement modifié depuis la crise Covid. Il y a des conditions de travail qui se dégradent et une industrie hospitalière qui est en pleine crise. Il y a, comme l'a dit Pascal, un déséquilibre du maillage territorial avec d'un côté des zones totalement sous-dotées et de l'autre des zones surdotées, notamment dans les grandes villes. Il y a un rapport aux médecins qui a changé, où les patients sont devenus de véritables consommateurs. L'ancien modèle du médecin de famille qui travaillait seul et à qui on restait fidèle une vie entière semble un petit peu loin. On observe aussi une polarisation de la médecine avec des structures d'un côté haut de gamme, en tout cas offrant des prestations avec des ultra-spécialistes à des prix élevés, et de l'autre côté l'émergence de centres low cost un petit peu partout en France. Et enfin, comme le disait aussi Pascal, on remarque, on assiste à un regroupement avec des structures liées soit autour d'une spécialité, soit des structures offrant un accès à plusieurs spécialistes. Donc voilà. Et dans ce contexte un petit peu où globalement le système de santé tangue un petit peu, parallèlement on a une médecine qui progresse, la recherche, l'innovation technologique, la télémédecine, la robotique, le big data, l'intelligence artificielle. Et tout ça laisse de beaux espoirs pour les traitements, pour l'évolution de la santé. Et ça force aussi tous les acteurs à se repenser, à se réinventer, à se restructurer. Pourquoi pas réfléchir à des projets d'installation, de réinstallation. Voilà en quelques mots le contexte dans lequel nous sommes. Et on peut essayer maintenant de tenter d'appréhender un petit peu plus dans le détail les questions d'installation ou de réinstallation. Parfait. Alors, du coup, dans ce monde en pleine mutation que vous nous avez décrit, existe-t-il un profil type de médecin qui s'installe? Alors, je ne connais pas la typologie des médecins qui assistent ce soir au webinaire, mais en gros, on distingue 4 profils de personnes qui souhaitent en général s'installer. On a le jeune diplômé qui souhaite s'installer dès le départ en libéral, le praticien expérimenté, soit hospitalier qui souhaite basculer dans le monde libéral. On assiste à de grands flux de migration depuis l'hôpital vers le libéral, soit le libéral qui a toujours exercé en tant que remplaçant ou en tant que collaborateur et qui souhaite faire le grand saut et s'installer à son propre compte. Enfin, on a le praticien installé en libéral depuis un certain temps et qui, pour des raisons de place, des raisons personnelles, comme l'a dit Pascal, pour des changements de vie, ou parce qu'il a détecté de nouvelles opportunités, souhaite se déplacer, se réinstaller ailleurs. Enfin, on a le praticien installé et qui souhaite bénéficier des nouvelles réglementations qui sont un petit peu plus flexibles et donnent la possibilité à un praticien d'avoir un exercice multisite et d'ouvrir des établissements secondaires. Voilà. Donc forcément, selon les profils, selon l'expérience, les attentes... Je parle de la possibilité pour un praticien d'avoir aujourd'hui, après une déclaration, un processus, mais qui est largement allégé auprès de l'ordre, d'ouvrir 1, 2, 3 sites d'exercice secondaire. Et donc selon les profils, selon l'expérience, les attentes et les objectifs peuvent diverger un petit peu, mais on retrouvera forcément des points communs, des passages obligés, des questions à se poser et des choix opérés dans le cadre de cette opération d'installation ou de réinstallation. Alors, justement, quels sont les principaux défis auxquels les professionnels de santé sont confrontés? Comment doivent-ils s'y prendre? Alors, la question n'est pas simple, mais pour avancer étape par étape, on peut distinguer 3 grandes phases. Une phase d'analyse, une phase un petit peu introspective qui permet de définir le projet d'installation, de réinstallation. Une phase de recherche et de structuration, on rentre dans le vif du sujet. Et puis, une fois que tout ça est bien défini et bien validé, la phase de mise en œuvre. Alors, la phase d'analyse presque introspective, en quoi consiste-t-elle? Elle consiste à se poser avant tout des questions à soi-même. Quelles pratiques souhaite-t-on développer dans le cadre de ce cabinet?
la question n'est pas si évidente. On constate des médecins généralistes. Moi, je vois des médecins généralistes aujourd'hui qui viennent nous voir et qui font des DU et qui veulent se réorienter vers de l'esthétique, par exemple. Ça paraît dingue, mais on assiste malgré tout à des changements de spécialité. Et donc, la question de quelle pratique je souhaite exercer est la première question qu'on doit se poser. Ensuite, une fois qu'on a répondu à ça, on doit se demander quel est le besoin en termes de superficie pour pratiquer cette activité. Où est-ce qu'on a envie de s'installer compte tenu de la vie perso, du besoin en soins, du besoin aussi local. C'est assez simple aujourd'hui, grâce aux outils que l'on trouve sur Internet, d'évaluer à la fois avec Google Maps le maillage territorial de santé sur la zone qui est visée, d'analyser grâce aux bases de données INSEE le profil de la population, la densité de la population, les caractéristiques de la population locale. C'est simple aussi de regarder sur Doctolib, par exemple. C'est un bon exercice, le délai d'attente pour avoir un rendez-vous dans la spécialité que l'on souhaite exercer à un endroit donné. Bref, ça permet d'affiner un petit peu le choix de la zone et de la localisation vers laquelle... C'est toi qui proposes de faire tout ça? Là, c'est de l'accompagnement. Enfin, là, c'est des conseils que l'on donne. Ça ne fait pas partie de la mission de ProSanté, mais nous, on veille d'une manière générale à la cohérence globale des projets. D'autres questions que doivent se poser les praticiens qui souhaitent s'installer, est-ce qu'ils ont l'intention de développer une toute nouvelle patientèle ou au contraire, est-ce qu'ils vont chercher à racheter, à récupérer la patientèle d'un praticien vendeur ou d'un praticien partant à la retraite. Enfin, dernière question et pas la moindre, est-ce qu'on souhaite porter seul sous projet ou à plusieurs? Et quand on dit à plusieurs, ça peut être avec d'autres praticiens, ça peut être avec un gestionnaire, ça peut être avec un investisseur. On sait qu'aujourd'hui, il y a des projets de grande ampleur qui nécessitent des qualités de gestion, des accompagnements financiers aussi. Donc, c'est des questions qui doivent être posées pour bien calibrer, définir le projet. Et toi, tu aides justement à serrer ce genre de questions et à savoir et à définir. C'est ça. Donc, il y a un praticien qui est vers toi, il se pose et toi, tu lui poses voilà, ces questions qu'il faut que tu te poses et voilà les choses qu'il faut que tu fasses. Effectivement, ouais, voilà. Ah, génial. Une fois que ces éléments sont formalisés, la phase de recherche et de structuration peut véritablement commencer. Très bien. Nous voyons que nous sommes sur des questions vraiment très pratiques et à la fois cruciales, finalement, pour la vie d'un praticien, d'un médecin. Et donc, une fois que les praticiens ont réalisé cette phase de définition, en quoi la phase de recherche et de structuration consiste-t-elle? Alors, c'est effectivement la phase la plus technique. C'est celle qui fait renoncer au projet certains praticiens, soit parce qu'ils n'ont pas eu la formation nécessaire, soit parce que ça ne les intéresse pas, soit parce que face aux premiers obstacles, ils rebroussent chemin. Et pour autant, c'est vraiment la phase cruciale. Je vais tenter très, très rapidement de lister quels sont les thèmes incontournables qu'il faut forcément appréhender pour pouvoir aller à la dernière étape qui est la mise en œuvre. Alors les thèmes principaux, les points principaux sont le local dans lequel on souhaite s'installer, quid de la patientèle, le mode d'exercice, il y a plusieurs manières d'exercer, plusieurs types de structures, le business plan qui valide la cohérence financière du projet, les prestataires que l'on choisit et qui nous entourent pour mener à bien ce projet et nous accompagner par la suite. Et puis le financement, qui est aussi une pierre angulaire du projet. Alors le local, c'est un sujet hyper important, c'est le point de départ. Parfois, c'est l'opportunité d'un local qui pousse le praticien à se lancer dans un projet. Et parfois, il a le projet en tête et il a la recherche d'un local et c'est extrêmement difficile. Je crois qu'il y a une étude récente qui disait que plus d'un tiers des médecins généralistes avaient du mal à trouver le local adéquat à leur installation. Voilà. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il y a tout un filtre de barrières qu'il faut dépasser. Il faut s'assurer que le local correspond aux besoins de l'activité technique, avec le circuit patient, la ventilation, la gestion des déchets, l'accès handicapé, le plombage de murs pour certaines activités comme la radiologie. Bref, il y a tout un travail de validité technique du local. Ensuite, il faut vérifier qu'on a les bonnes autorisations à plusieurs niveaux. Au niveau de la copropriété, quand il y a une copropriété, s'assurer que rien n'empêche l'installation à cet endroit-là.
Il faut vérifier qu'au niveau de la ville, il n'y ait pas non plus de contraintes. On a vu déjà certaines villes qui empêchaient la création de nouveaux centres de santé. Ça s'est vu, je crois, à Vincennes, par exemple. Et il faut bien vérifier le respect de l'intégralité des règles d'urbanisme. Et ça, c'est au médecin, c'est le médecin qui doit vérifier tout ça, ou c'est toi qui les aides à ça? Parce que on ne va pas passer son temps à passer au téléphone, à appeler le maire, le machin, tout ça. Il faut passer par ces étapes-là. Donc nous, on aide, on met en lumière ces points à vérifier, mais il est préférable de le faire avant plutôt que de se retrouver face à un mur une fois qu'on s'est déjà engagé sur l'acquisition ou la location d'un bien immobilier. Et enfin, un point important, c'est la validation de l'ordre qui peut aussi empêcher parce qu'un confrère exerce à un endroit, parce que le local en question se retrouve dans une zone commerciale et porte à confusion. Donc la partie du local est vraiment un élément assez complexe et indispensable à traiter correctement pour permettre l'installation. Alors, le local, il peut être soit acheté, soit loué. Et dans les deux cas, à nouveau, il y a pas mal de points à étudier. Je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement sur ces thèmes-là, mais dans le cadre d'une acquisition, il faudra réfléchir aux options fiscales. On peut acquérir seul, à plusieurs, par le biais d'une SCI à l'impôt sur le revenu, à l'impôt société, en démembrement, en crédit bail. Bref, il y a toute une panoplie de choix qui s'offre à vous. Et il n'existe pas une unique solution, il n'existe pas une meilleure solution. En fonction de votre projet, en fonction de votre profil, il faudra se projeter, identifier les avantages et les inconvénients de telle ou telle solution et choisir en connaissance de cause la meilleure option. Dans le cadre d'une prise de bail, pareil, il y a plusieurs types de baux qui sont possibles. Il existe le bail commercial et le bail professionnel, pour ne citer que deux. Le bail professionnel, par exemple, qui est un bail qui offre plus de souplesse si on souhaite partir, mais qui en même temps ne nous indemnise pas si le bailleur ne souhaite pas reconduire le bail, justement. Le bail commercial, inversement, donne plus de protection et permet d'être indemnisé si le bailleur ne souhaite pas reconduire le bail, mais parallèlement nous contraint plus et nous oblige davantage, lorsqu'on le signe, à rester sur place. On ne peut pas partir à n'importe quel moment. Il faut respecter ces périodes triennales 3-6-9. Et ça aussi, tu conseilles les professionnels, tu les aides oui. Oui, sur ces sujets-là, on les Parce que là, on est perdu. Hein. En tant que professionnel de santé, en tant que docteur, je ne comprends rien à ce que tu me dis, à part les trucs plombés, je n'ai rien compris. Quoi. Non, là, effectivement, là, on les accompagne, on les conseille, on relit les baux, on vérifie que tout est valide et effectivement, c'est un vrai plus. C'est important. Oui, c'est un vrai plus. Et du coup, maintenant, si on zoome un peu sur le cabinet, est-ce qu'il vaut mieux l'acheter ou finalement tout créer de zéro? C'est une bonne question. Comme on dit, il y a beaucoup de déserts médicaux, il y a plein de médecins qui partent à la retraite et qui ne sont pas renouvelés. Donc aujourd'hui, il y a peu de transactions réellement qui se font de cabinet parce qu'il est assez facile de s'installer et de partir de zéro. Pour autant, la question se pose et l'acquisition d'un cabinet permet de réduire l'incertitude, permet de gagner du temps et c'est parfois un choix qui peut être intéressant. Donc là encore, pas de solution unique, c'est au cas par cas. Alors, je vais faire un petit zoom sur le mode d'exercice parce que là aussi c'est une question importante. On a le local, on a envisagé la question de la patientèle, mais le mode d'exercice, à savoir est-ce qu'on exerce en société, quel type de société, là aussi c'est assez complexe. Il y a un paquet de structures qui permettent d'exercer, les SCM, les SCP, les SL. Les praticiens sont souvent perdus dans cet univers, dans ce jargon juridique et dans cet univers de possibilités. Il faut savoir qu'en gros, il y a des structures qui permettent de partager uniquement des moyens, comme un local, une secrétaire, du matériel, et des structures qui permettent de partager plus que ça, c'est-à-dire des moyens et en même temps les revenus. Voilà. Donc, selon le cas, selon le projet, selon ce qu'on souhaite partager, nous, on sera capable en tout cas de vous aiguiller et de vous accompagner sur la structure idéale. Alors super. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la SEL? Alors la SEL, c'est un sujet récurrent, on intervient beaucoup sur ce sujet. Elle fait couler beaucoup d'encre, elle fait vivre pas mal de préjugés.
y a des divergences de point de vue, il y en a qui pensent que c'est très bien, que c'était bien avant, il y a des craintes de mal faire, il y a des rêves d'optimisation extraordinaires. La vérité, c'est qu'il n'existe pas de solution miracle et que la selle, c'est un excellent outil quand on l'utilise dans le bon contexte. Il faut juste retenir deux choses, c'est qu'elle a, la selle a deux finalités, deux objectifs distincts. C'est un excellent outil d'association, elle permet d'offrir un cadre juridique riche, avec une grosse jurisprudence et qui organise très bien la gestion de groupe. C'est le premier usage de la selle. Et à côté de ça, ça peut être aussi un excellent outil pour optimiser la situation patrimoniale du professionnel de santé. Donc même celui qui exerce seul peut passer en selle pour mettre en place une stratégie de gestion de ses revenus, réduire sa fiscalité et développer une stratégie patrimoniale. Je pense qu'on fera à l'avenir un épisode dédié à l'exercice de la selle. Mais vous conseillez du coup une installation directement en selle? C'est une bonne question, mais j'ai envie de vous dire, ça dépend. Pour une structure prévue dès le départ en groupe, la réponse est clairement oui. Pour un exercice individuel, c'est moins évident. S'il y a de gros investissements au départ, si on doit racheter une patientèle, la question peut se poser. Si ça n'est pas le cas, on conseille souvent de démarrer l'activité en entreprise individuelle, en BNC, de démarrer son activité et puis 2 ans, 3 ans après, d'opérer la bascule en SEL lorsque c'est plus opportun. C'est très clair, Nathan. Une fois que l'on a choisi la zone géographique, le local, le mode d'exercice, finalement, quelles sont les étapes suivantes? Là, on a déjà bien avancé, et donc on n'est pas loin de la mise en œuvre. Il faut s'atteler à la partie financière qui un peu sécurise globalement le projet. Alors, c'est ce qu'on appelle le business plan ou la modélisation financière. C'est souvent réalisé de manière un petit peu trop approximative, et pourtant ça doit mériter une pleine attention. Quels sont les objectifs de ce business plan, de cette modélisation financière? Un, c'est d'assurer, de fixer la viabilité économique du projet. 2, de servir éventuellement de support aux établissements financiers pour une demande de financement. Et 3, permettre une projection et un suivi de l'évolution de l'activité. Voilà. La modélisation financière se décompose en 2 parties, le plan de financement et le prévisionnel d'activité, recettes-dépenses. Le plan de financement, c'est en gros quelles sont la somme, quel est l'ensemble des sommes dont on a besoin avant le démarrage de l'activité. On les liste, les travaux, les frais d'agence, les honoraires, les frais de création, et on vérifie en face qu'on a les moyens de financer tous ces besoins de début d'activité, soit par de l'apport personnel, soit par un financement bancaire. Le prévisionnel d'activité, lui, il met sur un même tableau l'ensemble des honoraires anticipés, d'une part, et l'ensemble des dépenses pendant la vie courante de l'activité, les achats, les frais de personnel, les impôts, les taxes, les cotisations sociales, les charges externes, avec le loyer, le leasing, les frais de déplacement, etc. etc. Avec ce tableau recettes un petit peu et dépenses, on a une vue formelle de votre activité. On est capable d'appréhender un petit peu les choses, d'envisager des scénarios complexes et de faire face à tout aléa, puisqu'on aura modélisé notre activité. Pour autant, les chiffres ne disent pas tout. Ils ne feront pas le travail à votre place. Et on sait pertinemment que toutes les projections ne se réalisent jamais parfaitement. Simplement, ça donne une cohérence, ça rassure et ça sensibilise aux différents paramètres de l'activité, alors que vous n'êtes pas forcément au départ formé à ça. Donc là, c'est bon. C'est maintenant le grand saut? Alors, pas tout à fait encore, même si les choses se précisent, que vous soyez seul ou accompagné, il va falloir aller voir la banque, faire cette demande de financement. Donc il y a tout un paquet de choses à discuter, à négocier avec l'établissement financier, le taux, la durée, le niveau de cautionnement, les frais de gestion du compte. Il y a tout un tas de questions donc il faudra se poser, qu'il faudra étudier pour bien choisir votre partenaire financier. Et une fois que vous avez l'accord de crédit, on n'est plus très loin du but et on peut maintenant se lancer. Merci beaucoup. Et donc, les derniers conseils pour la mise en œuvre? Donc là, le projet conceptualisé prend forme. C'est le moment de la mise en œuvre. Alors,
forcément, hein, on risque de ne pas être au bout de ces surprises. Il y a fort à parier que vous allez avoir des problèmes pendant la phase de travaux, que vos associés, s'il y en a, risquent de changer de point de vue, que l'ordre vous interrogera sur tel ou tel élément ou contrat de votre dossier, qu'opérationnellement, certaines choses n'auront pas été anticipées avec l'URSSAF ou l'assurance maladie. Mais voilà, la vie est faite ainsi. Une mer calme n'a jamais formé de bons marins et vous prendrez goût au sens entrepreneurial. Vous donnerez la possibilité d'exercer la médecine telle que vous l'imaginez avec une grande liberté intellectuelle et d'exercice. Donc foncez. Merci beaucoup Nathan, on l'a vu, c'est très complexe, c'est certainement plus évolutif en fonction de la réglementation, etc. Donc pour tous ceux qui nous rejoindraient maintenant, nous avons eu une présentation du docteur Pascale Carilla-Cohen, radiologue et fondatrice de la plateforme Doc & Doc, qui est une plateforme de recrutement de professionnels de santé et qui facilite la mise en relation entre pairs pour optimiser les remplacements et l'installation partout en France. Nous venons d'entendre du coup Nathan Djian, président de ProSanté, qui est un cabinet finalement dédié exclusivement aux professionnels de santé pour offrir une couverture globale, juridique, comptable, fiscale, tous ces sujets qui sont particulièrement complexes. Et maintenant, pour être complètement exhaustif, nous allons entendre Nicolas Lemaire à ma droite, directeur des partenariats de Predictis. Merci beaucoup Olivier, merci pour votre accueil. Déjà, je tiens à le souligner, on est dans votre superbe studio, donc c'est génial. Et merci à Nathan et à Pascal d'avoir accepté de participer à cet événement, puisque c'est une première pour Predictis. Et notre souhait, c'est d'apporter le meilleur conseil à nos clients et les meilleurs services également pour vous accompagner au quotidien. Predictis, c'est quoi? Predictis, c'est le premier courtier en épargne retraite en France. On travaille avec plus de 120 000 clients, en majorité des professions libérales médicales et également des professions paramédicales. Et ces clients sont accompagnés par des chefs d'entreprise, un peu plus de 400 chefs d'entreprise qui travaillent avec l'étiquette Predictis. On travaille également avec des partenaires historiques, Swiss Life, Legan et Abeille, qui nous permettent de proposer les solutions les plus attractives à nos clients en tant que courtier en assurance. Pardon, je vais aller un peu vite. Hop. On intervient sur des domaines assez vastes. Le premier sujet, ça va être le sujet que je vais développer tout à l'heure en revenant sur le sujet de la CARMF, c'est la prévoyance, l'arrêt de travail, l'invalidité et le décès. On traite également des problématiques de mutuelle santé. On fait un focus également sur l'épargne et notamment l'assurance vie. On le sait avec l'inflation qui est un sujet d'actualité. Il est important de pouvoir diversifier son patrimoine et de placer son épargne sur des supports qui soient adaptés. Et on traite également un autre sujet d'actualité, c'est la retraite. Tout le monde s'interroge sur l'âge auquel il pourra partir à la retraite et également quel sera le montant auquel il pourra prétendre à l'âge de la retraite, tout simplement. Un sujet vraiment d'actualité, on le voit tous les jours. Et enfin, toujours sur une notion de diversification, on accompagne également nos clients sur des solutions immobilières, donc l'investissement dans la pierre. On sait que les Français sont friands en la matière et on les aide également sur le financement de ces biens au travers des crédits qu'on propose également. On réalise un bilan complet avec l'ensemble des clients qu'on accompagne, un bilan fiscal, social et également comptable pour leur permettre d'avoir les solutions les plus adaptées qui soient personnalisées. On va faire un petit focus justement sur la CARMF. Médecins libéraux, c'est votre régime obligatoire. Comme tout régime obligatoire, la CARMF répond à ses propres obligations en termes de cotisation. En tant que médecin libéral, vous allez cotiser à plusieurs classes, la classe A, B ou C, qui est calculée tout simplement en fonction de vos revenus nets, calculés sur l'avant-dernière année d'exercice. Donc si vous êtes à des revenus qui sont inférieurs à un PASS, vous cotiserez en classe A. Le PASS, c'est le prélèvement annuel de la sécurité. C'est le plafond annuel de la sécurité sociale, pardon pour le bug. En classe B, de 1 PASS à 3 PASS et au-delà de 3 PASS, donc 131 976 €, vous cotiserez en classe C. Ces classes de cotisation impacteront également votre niveau de couverture et le premier risque qu'on va évoluer ensemble, c'est tout simplement l'arrêt de travail ou incapacité. Alors là, je ne vais pas vous parler d'un petit arrêt de travail qui vous cloue au lit pour 1 jour ou 2 jours, mais vraiment un arrêt de travail qui est conséquent, qui dure plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ce qu'il faut noter en tant que médecin libéral, c'est que la CARMF n'interviendra qu'après une franchise de 90 jours.
Ce qui signifie que pendant 3 mois, vous ne serez pas couvert et vous n'aurez absolument aucune garantie. Vous avez toujours vos besoins personnels, mais également vos besoins professionnels. Nathan l'a évoqué, vous avez un cabinet à rembourser, peut-être une secrétaire à payer. Comment est-ce que vous faites si le montant des garanties proposées n'est pas suffisante ? La CARMF vous couvrira à partir du 91e jour en fonction de votre âge. Je vais faire un focus sur les moins de 62 ans, avec en classe A 2 200 € environ qui vous seront versés, en classe B 3 300 € et en classe C 4 400 € pendant les 3 années d'exercice. D'accord ? Donc ce qui est important de noter, c'est qu'il faut se couvrir pendant les 3 premiers mois de franchise parce qu'il n'y a absolument aucune garantie si vous êtes en arrêt de travail. On passe ensuite à l'invalidité. Au terme des 3 ans de possibilité, vous reprenez le travail, il n'y a pas de problème, et vous reprenez votre activité de médecin, soit votre état ne s'améliore pas et à ce moment-là, vous allez être placé malheureusement en invalidité. C'est le cas pour les maladies longues et vous serez placé en invalidité notamment jusqu'à l'âge de votre retraite. Et la CARMF vous enverra à la retraite à 62 ans, l'âge légal pour pouvoir partir à la CARMF. Ce qu'il faut noter en termes d'invalidité, c'est que chaque régime obligatoire et chaque contrat a sa propre définition de l'invalidité. La définition de l'invalidité auprès de la CARMF est une définition stricte, à savoir l'invalidité totale et définitive vous rendant absolument inapte à exercer votre profession de médecin. Concrètement, pour être totalement transparent, ça veut dire que vous devez être presque en situation de légume et ne plus pouvoir du tout exercer. Donc si je prends un parallèle avec un AVC qui vous paralyserait un bras, vous seriez en obligation de poursuivre l'exercice et continuer à travailler puisque la CARMF ne vous indemniserait pas. Ce que vous pouvez également constater à l'écran, c'est que le montant des garanties proposées par la CARMF en cas d'invalidité totale, je le rappelle, sont assez faibles, 1 800 € en classe A, 2 415 € en classe C. Donc il faut vraiment se couvrir et se faire accompagner pour proposer un complément en cas de risque. Dernière notion qu'on va aborder, c'est le décès. Très important, en cas de décès d'un médecin, il y aura un capital décès qui sera versé de 63 000 € au conjoint survivant, à condition d'avoir été marié pendant plus de 2 ans avec cette personne au moment du décès. Et à défaut, ce sera versé aux enfants. Une rente temporaire sera également versée au conjoint avec certaines conditions, notamment une condition d'âge et de revenus. Et enfin, une rente éducation sera également versée à vos enfants jusqu'à 21 ans sans condition d'études et jusqu'à 25 ans si poursuite d'études. Et ce sera constaté par la commission de la CARMF, tout simplement, pour le versement de la prestation. Ces prestations sont madeleinisables. Ça signifie quoi ? L'État a conscience que les garanties proposées par les régimes obligatoires ne sont pas suffisantes. Et pour vous inciter à mettre en place des solutions de prévoyance, eh bien vous allez pouvoir bénéficier d'une déduction fiscale en intégrant les cotisations de vos garanties dans vos charges professionnelles en tant que profession libérale dans le cadre du Madelin. Et toutes les garanties que vous voyez à l'écran, tout simplement arrêt de travail, indemnité journalière, pension d'invalidité, pension de conjoint et rente éducation seront madeleinisables. Ça signifie que les garanties en capitaux ne peuvent pas être déduites de votre chiffre d'affaires, tout simplement. Donc le conseil que je peux vous donner pour conclure mon intervention, c'est simplement de vous dire, rapprochez-vous d'un conseiller. Vous l'avez vu, les garanties proposées par la CARMF ne sont pas suffisantes. Faites-vous accompagner pour mettre en place des solutions qui soient personnelles et adaptées et mettez-les régulièrement à jour. Une association, une naissance, un changement de rémunération, il faut revoir régulièrement son conseiller pour faire le point. Et l'ensemble des conseillers prédictifs se fera un plaisir de pouvoir vous accompagner sur ces sujets. Voilà. Alors Nicolas, c'est pas des sujets très gais. Non, je suis désolé, on a fini par les choses les moins sexy, mais malheureusement, c'est très important. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres, et les médecins, vous le savez, vous êtes les mieux placés pour le savoir, vous êtes face à ces risques-là de manière régulière en accompagnant vos patients, et parfois le cordonnier est le plus mal chaussé, et vous pouvez vous-même être malade ou subir un accident, malheureusement. Merci beaucoup. Vous avez été nombreux à nous suivre ce soir. On a eu pas mal de questions. Vous pouvez toujours évidemment en poser. On va peut-être en prendre quelques-unes. Je vous laisse en prendre connaissance et peut-être, si certaines vous interpellent, n'hésitez pas à les choisir.
Juste avant de prendre les questions, si je peux me permettre de prendre la parole, je me permets de prendre la parole, pour dire en tant que médecin, c'est vrai que pendant nos études, on n'est pas du tout, on ne nous enseigne pas d'être entrepreneur, contrairement aux pharmaciens qui ont des études là-dessus. Et ça fait que quand on s'installe en libéral, on est assez désarçonné par rapport à tout l'arsenal administratif qu'il faut faire. On ne connaît pas du tout les lois parce qu'on ne nous les a pas apprises. Et c'est vrai qu'avoir un support et d'avoir quelqu'un de confiance qui nous permette de connaître aussi bien les statuts que même la prévoyance, parce que c'est à partir de l'installation qu'il faut commencer pour sa retraite. Très jeune, il faut mettre, si on met 10 € de côté tous les mois, quand on arrive plus vieux, on arrive à avoir la retraite. Donc tout ça, c'est des questions qu'on n'a pas, qu'on n'aborde pas pendant nos études et sur lesquelles on commence un peu à se poser, auxquelles on commence à se poser un peu plus tard. Donc là, il y a un accompagnement de qualité qui est fait. Et vraiment, je vous incite à aller aussi bien vous mettre en relation avec des conseillers qu'avec Nathan, parce que c'est un vrai problème. Et pour l'instant, tant que dans nos études, on n'a pas cette formation, je pense qu'on a vraiment besoin d'un soutien pour être optimal au maximum et pouvoir s'installer en toute sérénité et de pouvoir décharger un petit peu toute cette charge mentale administrative qui nous super saoule. Voilà, maintenant je vais laisser répondre les professionnels parce que moi je peux vous parler d'installation et de médecin, mais après sur les Sahel et tout ça, c'est les autres. Alors, moi je vois des questions. Des questions très théoriques. Quel est l'intérêt pour un médecin déjà installé en libéral de créer une CELARL pour son compte? Alors, il y a ça mériterait une présentation d'1 heure, mais en gros, le médecin qui exerce en libéral à son compte, en BNC, se voit imposer fiscalement sur la base de son BNC qu'il utilise ou pas cet argent-là pour vivre. Donc, il a un BNC de 100. S'il a besoin de 50 pour vivre, il payera quand même des impôts et des charges sociales sur ces 100. S'il passe en société d'exercice libéral, il pourra fixer lui-même sa rémunération et il aura toujours le même budget, ce budget de 100. Mais s'il n'a besoin que de 50 pour vivre, il se versera une rémunération de 50 et ne payera de l'impôt et des charges sociales que sur ces 50. Voilà un des intérêts souvent recherchés par les praticiens pour le passage de l'exercice individuel en société d'exercice libéral. Je me permets d'intervenir sur une question. Je suis désolée, je coupe Nathan, mais c'est très, très impoli, mais voilà, c'est comme ça. Là, il y a une question qui dit que où trouver un bon comptable? Donc vous avez directement le bon comptable, donc vous ne posez même pas la question en fait. Et puis allez voir Nathan parce que franchement, il est top. Et on l'a testé partout et on sait qu'il pourra vraiment répondre à vos questions. Vraiment très, très spécialisé en fait. Il ne fait que du médecin. Donc voilà, il ne va pas passer autour des trucs, il pourra vous poser vos questions. Je me permets d'intervenir, il ne sait pas que j'interviens un peu à la sauvage, donc je suis vraiment désolée. Mais en revanche, croyez-moi, c'est vraiment un bon conseil. Non, tu veux pas? Merci Pascal, mais la réponse n'est pas tout à fait correcte. Non, parce que c'est pas que comptable. Non, mais c'est pas ça, c'est que même un comptable, il n'existe pas un seul cabinet d'expertise comptable qui est correct, parce qu'en fonction du besoin, que ça soit... Il y a des praticiens qui cherchent le meilleur prix, il y en a qui cherchent la disponibilité, il y en a qui cherchent l'expérience ou l'ultra-spécialisation. Et selon le cas, il faut trouver l'expert comptable qui correspond à notre profil et à ce qu'on recherche. Je connais bien quand même en société, en libéral. Oui, non, mais c'est parfois il y a plusieurs critères de recherche. Alors je vois une autre question. Quel est le délai moyen? Alors là, pour le coup, c'est du pratico-pratique. Quel est le délai moyen pour obtenir sa carte CPS? Nous, c'est un sujet qu'on suit de près parce que quand on passe, par exemple, typiquement un praticien en société d'exercice libéral, effectivement, il y a une mise à jour de sa carte CPS. Et là, c'est un process qui nous échappe totalement dans la mesure où il est géré d'abord par l'ordre qui met à jour les données dans son système, ensuite par l'assurance maladie qui update aussi son flux de fichiers et enfin par, je crois que c'est, j'ai plus le nom du prestataire qui émet physiquement les cartes CPS, mais ce délai-là, il faut compter en gros, après la bascule réelle du passage en selle, il faut compter 4 à 5 semaines pour obtenir sa carte CPS effective avec le nouveau statut. Ça va mieux avec la ICPS, non? Non, ça ne change pas. Ça ne change pas grand-chose? Pas grand-chose, malheureusement. Je pensais. D'autres questions? Bon, c'était très clair. A priori, il n'y a plus de questions. Bon, en tout cas, la seule chose, c'est que je vous incite vraiment à réfléchir sur les modalités de la retraite.
parce qu'à n'importe quel âge de la vie, c'est vraiment un problème auquel on est confronté, auquel il faut réfléchir, auquel il faut se poser. Sans aller jusqu'à l'excès du décès, parce qu'effectivement, ça arrive, mais a priori, quand même, pas tous les jours et le plus tard possible. Mais c'est vrai que mettre de côté, là aussi, les médecins, on n'est pas du tout confrontés à ce genre de questions, à ce genre de questionnement. Et on ne sait pas s'y préparer. Donc après, on écoute un peu les uns les autres, les copains, les copines. Et en fait, on n'a pas vraiment de vrais conseils qui soient adaptés à la situation familiale et personnelle. Donc là encore, vraiment, je vous incite à vous renseigner sur la retraite parce que c'est très important. Pascal, je rebondis. Ah, pardon. Non, mais j'allais compléter le propos de Pascal en disant que c'est souvent un sujet qui est traité trop tard, malheureusement, et qu'il s'anticipe très jeune. Et justement, les conseillers de Predictis aident les praticiens, aident nos clients à mûrir, à être sensibilisés très tôt à la problématique future et aux moyens de pouvoir justement échapper à une retraite trop basse. Ouais, en complément de la retraite, c'est vrai qu'avant d'arriver à la retraite, il y a la prévoyance et c'est très important de pouvoir être bien couvert pendant toute son activité professionnelle. Il faut savoir que les médecins, c'est aussi une population qui est très sinistrée et très impactée par les arrêts de travail. Vous avez un rythme très important, une cadence folle en termes professionnels et des grosses responsabilités. Donc on a aussi beaucoup de médecins qui font des burn-out et c'est une réalité. Et beaucoup décident de faire appel à Doc & Doc pour pouvoir tout simplement changer de vie, arrêter et quitter la vie urbaine et s'aérer. Le but, c'est de vous couvrir au travers des différents risques que vous pouvez rencontrer dans votre activité professionnelle. Et pour le faire, il faut rencontrer un conseiller. Vous l'avez vu, les garanties proposées par la CARM ne sont pas suffisantes. Donc le but, c'est de se faire accompagner pour mettre en place des solutions qui soient adaptées et personnalisées et de les mettre à jour régulièrement. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Vous prenez soin des autres, donc prenez soin de vous et de vos proches. Et juste, je termine peut-être, c'est que là, depuis juillet 2022, il y a les indemnités journalières par la Sécurité sociale pour les médecins qui sont passés sur un délai de carence de 90 jours à 3 jours. Donc on était super contents, parce qu'enfin on est à peu près comme la population générale. Mais en fait, très bien. Sauf qu'il faut que la CARM suive derrière, et on a quand même 90 jours à attendre le remboursement du reste. Donc les indemnités journalières, c'est carrément top, genre 26 balles par jour, donc c'est bien. Mais c'est sûr que ce n'est pas ça qui va nous permettre de faire tous les frais de l'arrêt du cabinet. Donc avoir une prévoyance, il y a un progrès, c'est déjà pas mal, mais pas que. Donc c'est vrai que la prévoyance, c'est hyper important. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces interventions. Moi, ce que j'en retiens aussi, c'est que demander l'avis à des professionnels, c'est quand même la base. On peut demander l'avis autour de soi, mais enfin, les professionnels sont là pour ça et sauront bien répondre à vos questions. Merci d'avoir assisté à ce webinaire, s'installer en libéral ou se réinstaller en libéral. Dans les locaux donc, de Grade Santé. Et je remercie du coup l'ensemble des intervenants, Dr Pascal Carilla-Cohen, radiologue et fondatrice de la plateforme Doc & Doc, Nathan Jean, président de ProSanté, et Nicolas Lemaire, directeur des partenariats de Predictis. Merci Olivier. Merci Olivier. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.